l'intervention de Yann et après le dialogue s'installera pour poser des questions. On aura une vingtaine de minutes. On m'a demandé, moi, de parler de vichisto-résistant un peu. Hein. Alors, on développera le concept un peu plus tard. Je vais vous parler donc d'un vichisto-résistant, de quelqu'un que j'identifie pour ma part, je vous expliquerai pourquoi, comme vichisto-résistant, qui s'appelle Pierre-Louis Berthaud. Pierre-Louis Berthaud, il est peu connu dans l'occitanisme, parce que c'est quelqu'un qui est mort il y a bien longtemps maintenant, il est mort en 1956, il était de 1899, il est mort donc assez jeune. Et c'était une espèce d'éminence grise de l'occitanisme des années 50, on va dire. Et il n'a pas laissé d'œuvre littéraire. Hein, et on sait que dans l'occitanisme, si on veut laisser une trace, il vaut mieux avoir écrit quelque chose quand même. Si c'est de la poésie, c'est encore mieux. Mais bon, c'est comme ça. Donc Berthaud, il est tombé un peu dans l'oubli au fil du temps. Certains ont rappelé son souvenir, notamment Robert Laffont, dont on a la bibliothèque qui nous entoure ici. Laffont a consacré en particulier un chapitre de ses P6 de Mietschegl à un chapitre qu'il avait appelé Douze Pilars Gascous, hein, deux piliers gascons de l'occitanisme, donc Ismaël Girard et Pierre-Louis Berthaud, pour dire un peu toute leur importance. J'ai travaillé donc sur les lettres de Berthaud. On n'a pas d'archives de Berthaud, quasiment pas. Par contre, il a écrit énormément de lettres. Et alors, je les ai pas. J'ai appris ce matin qu'on avait encore des nouvelles qui étaient là, mais voilà, j'en avais jusqu'à présent un peu plus de 900 lettres que j'ai collectées dans différents fonds, dont beaucoup se trouvent ici. Et donc, j'ai tenté de faire sa biographie à travers ces lettres. Tout ce qu'il peut dire dans ces lettres qui vont du début des années 1920 jusqu'au jour de sa mort en 1956. Et Berthaud, c'est un parcours qui peut nous apparaître singulier, qui de fait l'est, mais son parcours politique qui va le mener jusqu'à Vichy ne l'est pas tant que ça. Hein, c'est-à-dire que en fait, on va avoir tout un tas de personnes dans cette époque-là, dans cette entre-deux-guerres, qui vont avoir des parcours qui aujourd'hui ne peuvent nous apparaître tortueux, contradictoires, ambigus, mais qui, dans l'esprit de ces gens-là, ne l'étaient pas forcément. Alors, donc Berthaud, il est, lui, fils d'instituteur. Voilà, ses parents sont enseignants, sa mère est originaire du Béarn, son père est originaire du Médoc, de Gaillan. Berthaud naît à Bordeaux, il va être élevé donc par ses parents à Bordeaux, en partie aussi par son grand-père. Il va très souvent à Gaillan en Médoc, chez son grand-père paternel, qui s'appelle Raymond Berthaud. Raymond Berthaud dit Berthaud Tariple, parce qu'il pique des colères homériques régulièrement, paraît-il. Et c'est là-bas que Berthaud, d'ailleurs, apprend l'occitan, et qui va s'apercevoir au bout d'un moment qu'en lisant un recueil, une anthologie de poètes provençaux, que en fait, le patois qui parle chez son grand-père, c'est une langue. Il va suivre des études de lettres et de droit, et il va devenir bibliothécaire. Entre-temps, en 1918, il n'est pas mobilisé. Problème de santé, il a eu notamment une tuberculose qui fait qu'il est un peu handicapé. Il va néanmoins apparemment travailler un petit peu pour le service des armées en tant que traducteur des troupes américaines qui sont à Bordeaux à ce moment-là. Parce qu'il est aussi polyglotte, hein, vraiment, alors, il ne connaît pas que l'occitan et le français. Ses parents l'ont envoyé très jeune, tout seul, en Angleterre, en Allemagne, il voyage beaucoup en Espagne. Donc Berthaud, c'est quelqu'un qui parle
français, occitan, anglais, allemand, espagnol, catalan, italien, un petit peu l'italien. Donc voilà, il a ce profil-là, et il est socialiste. Il est socialiste, et en 1918, il est, dit-il, zimmerwaldien, ce qui est une tendance socialiste pas majoritaire, puisqu'ils ont réussi à se réunir dans une seule auberge à Zimmerwald, d'où leur nom, et dont leur objectif leur idéal étant d'arrêter la guerre par la grève, hein, pour résumer les choses très vite. Avant, il est présenté un peu comme anarchiste, et puis, après-guerre, il va travailler à la bibliothèque municipale de Bordeaux. Il se rapproche d'Adrien Marquet, qui est vraiment l'homme fort du Parti socialiste en Gironde à ce moment-là, qui est l'homme fort de Bordeaux, qui est le maire de Bordeaux, qui a une réputation, lui aussi un parcours singulier, hein, issu d'une famille plutôt modeste, élevé par sa mère, qui avait la réputation d'être arracheuse de dents sur la place des Quinconces à Bordeaux, et qu'on appelle le bel Adrien, etc. Parce qu'il aime bien aller voir les filles, voilà, quartier de Mériadec et tout ça. Et, c'est quelqu'un de très, très particulier, Marquet. Et Berthaud, donc, est très proche de Marquet. Quand il devient bibliothécaire à la bibliothèque municipale de Bordeaux, on peut penser qu'en fait il travaille quand même surtout pour Marquet, plus que pour la bibliothèque, et pour le Cri populaire, qui est le journal des socialistes de Gironde à ce moment-là. Et il entretient en même temps une correspondance dans ces années 1920 avec un député socialiste de la région parisienne, qui s'appelle André Lebet, qui est par ailleurs franc-maçon, qui va pousser à devenir franc-maçon lui aussi. Et là, on voit un peu apparaître un glissement, l'anarchiste zimmerwaldien, et dans une lettre à Lebet, je vous passe ce qu'ils se sont dit avant, ils ont parlé de Napoléon, il dit tout à fait d'accord sur Napoléon, mort hélas pour toujours, car anch'io sono bonapartista, tout au moins d'une légère teinte, un socialiste un peu bonapartiste et anarchiste à la fois. C'est au fond la formule, qui est peut-être celle du centre-gauche, du moins parallèle d'assez près pour se rencontrer dans l'infini. Mais comme il faudrait des hommes et non des politiciens pour le réaliser. Socialisme, large philanthropie sociale. Bonapartisme, autorité en dehors des forces sociales pour maintenir les hommes au travail et empêcher les excès du capitalisme concentré. Anarchisme, pour laisser toute liberté et toute possibilité aux individus. Comme en Amérique, a land where everyone can get his chance. Bon, c'est une conception particulière de l'anarchisme. Hein, mais sur qui s'appuyer? Là est le hic, s'il n'y a plus de bourgeoisie, il y a encore beaucoup trop d'esprit bourgeois. Et alors, on peut faire le parallèle avec ce que dit Marquet quelques années plus tard, hein, en juillet 1933, au 30e congrès de la SFIO. Au moment où a lieu la scission entre le parti et les néo-socialistes participationnistes de Marquet, qui vont devenir les fascistes français, où Marquet argue que chaque nation devrait, dans le contexte international, d'après la Première Guerre mondiale, instaurer dans son cadre intérieur, je cite, un pouvoir fort qui se substitue à la bourgeoisie défaillante. Et donc on a cette idée, voilà, on est... alors lui, il appelle ça, donc, vous avez vu, Berthaud appelle ça du centre-gauche. Bon, c'est plutôt, on commence à être à la droite de la gauche, hein, assez bien. Et il y a cette idée-là qui commence à apparaître chez Berthaud de, effectivement, anticommunisme, anticapitalisme, anti-machinisme d'une manière générale, et avec derrière néanmoins l'idée d'une possibilité, en tout cas, d'émancipation de l'homme et de l'ouvrier. C'est là que Berthaud commence à devenir ambigu. Hein, on ne sait plus trop où il se trouve. Alors, d'autant plus que 1930, il se passe quelque chose d'autre. Côté occitan,
c'est le centenaire de la naissance de Mistral. Et lors du centenaire de la naissance de Mistral, Berthaud va aller à Mayenne. Il va participer à la fête qui a lieu à ce moment-là, à laquelle participe Charles Maurras. Et de toute évidence, il y a quelque chose qui se passe. Berthaud admire la capacité de Maurras à parler en public, son côté tribun, et il le dit, hein, il fait une conférence radiophonique dont il y a un petit livret qui existe sur Mistral, et où en préambule, il explique qu'il a été saisi en écoutant Maurras à ce moment-là, cette année-là, à Mayenne. Et d'ailleurs, Berthaud, quand il va se brouiller, parce que ça arrive avec Marquet, et qu'il est persona non grata à Bordeaux, vraiment, il est obligé de s'exiler. Il part à Poitiers, travailler pour un journal qui s'appelle L'Avenir de la Vienne. Quand il part de Bordeaux, il va avoir des ennuis à Poitiers, parce que dans la loge maçonnique à laquelle il participe, des rumeurs commencent à courir comme qu'il serait d'Action française. Alors il nie, mais il nie mollement, déjà. Il est certainement pas adhérent, il n'a certainement pas sa carte à l'Action française, mais on peut penser qu'il a quand même des sympathies. Et d'ailleurs, dans ses lettres avec Lebet, qui a quand même une correspondance assez franche, il se demande, il dit, est-ce que Maurras n'a pas raison? Pour moi, pas de religion, mais il en faut une pour le troupeau. Voilà. Et puis, à partir après 1934, il va passer aussi sur un discours antiparlementaire, un discours sur ce qu'il appelle, en 1938, il écrit un article qui s'appelle « Crise des partis, non crise morale ». Voilà. Il écrit un autre article qui s'appelle « La France a besoin de héros ». Voilà, alors je vous lis, c'est un extrait de Crise des partis, non crise morale en 1938. La République parlementaire était donc morte le 7 février 1934 au matin. Que la France n'ait trouvé personne pour l'enterrer, c'est ce qui surprend et peut parfois faire douter de son destin. On a oublié le cadavre là, il y est encore. Il pue, aurait dit notre vieux Blois sauvage. Il empoisonne l'atmosphère. Mais on l'a réinstallé sur le trône. Les politiciens, les partis politiques l'ont revêtu de ses oripeaux, lui ont remis dans les mains le sceptre, tant bien que mal rattaché avec des ficelles. Et ils ont recommencé à lui rendre les honneurs coutumiers, à faire devant lui toutes les prosternations inutiles. Alors là, on est dans un discours qui se rapproche très clairement de moi, ce qui fait d'ailleurs des références à Léon Bloy, ça pue le bon Dieu ici, dans La femme pauvre, et ça rappelle les écrits polémiques de Maurras. Alors, est-ce qu'il y a une sincérité totale dans ce que dit Berthaud? Est-ce qu'il y a la tentation de vouloir être un pamphlétaire comme Maurras? Il le dit dans des lettres à Lebet qu'il aimerait bien avoir ce talent de pamphlétaire. Mais néanmoins, il écrit tout ça dans la revue hebdomadaire. Et la revue hebdomadaire, à ce moment-là, c'est une revue littéraire et politique. Et c'est une revue littéraire qui est financée en partie par le parti fasciste italien. Donc il sait pour qui il écrit, Berthaud aussi à ce moment-là. On peut penser qu'il n'est pas par hasard. Donc à un moment, on voit que ça rejoint quand même un certain nombre de ses idées. Dans ce même article sur la crise des partis, il indique un peu la manière dont il voit ce que devrait être le système de gouvernement de la France. Pour moi, je vois un État fort et très souple, dispersant sur des communautés locales et professionnelles l'excès d'autorité dont l'a gonflé le jacobinisme. Des hommes restitués à leur cadre naturel, famille, métier, commune,
libre à l'intérieur de ces mondes aussi autonomes que possible. Liberté en bas, autorité en haut. Liberté en bas pour que chacun se réalise pleinement. Autorité en haut pour réprimer les empiétements des divers milieux les uns sur les autres. Protéger la liberté de chacun des individus ou des groupes et défendre contre l'extérieur l'existence et la continuité de la patrie. Alors on est dans un discours qui se rapproche du fascisme, on est dans une idéologie qui se rapproche du fascisme, et en même temps, et d'une forme de fédéralisme, ce qui est aussi logique, puisque Berthaud, à ce moment-là, fait partie de l'équipe d'Occitanie. Occitanie, qui est le groupement de la jeunesse fédéraliste occitane, et qui a aussi une revue qui porte le même nom, qui a été créée par Camproux, Reboul, et dans ces milieux occitanistes, et dans ces gens qui sont dans Occitanie, on a des gens qui arrivent de milieux extrêmement différents, de milieux politiques très différents. Reboul est plutôt à gauche, et même très à gauche. Camproux est démocrate chrétien. Berthaud, on le voit, il est en train de plutôt se rapprocher de l'Action française. Le SAFRE, dont Cécile Noyan a parlé ce matin, est d'Action française. Barthes est radical socialiste. Et ce sur quoi il se retrouve, c'est le fédéralisme, en fait. C'est là qu'ils se rejoignent. Berthaud, par ailleurs, il a un cheminement intellectuel particulier. Il se fait bien critique aussi littéraire à un moment. Il essaie de toucher un peu à tout. Il est en lien avec des gens très divers. Et il sait créer des réseaux. Et Louis Aimier, Max Jacob, Jean Paulhan, voilà, il fréquente tout un tas de personnes différentes. On pourrait très certainement le rapprocher de cette catégorie de personnes qui avait été conceptualisée par Louis Loubet Delbail, qui sont ce qu'on appelle les non-conformistes des années 30. Voilà, c'est des gens qui sont dans cette espèce de bouillonnement intellectuel, qui sont unis par un rejet à la fois du communisme et des excès du capitalisme, et qui ont des profils très différents en fait. Qui vont des gens proches du sillon de Marc Sangnier, à la revue Esprit, à la revue Ordre Nouveau. Voilà, on peut le rapprocher de ça, comme on peut rapprocher Camproux. Philippe Martel avait écrit un article là-dessus, sur Camproux, non-conformiste des années 30. On est dans cette catégorie-là de gens qui ne sont pas dénués de contradictions. Puisque Berthaud, par exemple, il écrit dans la revue hebdomadaire, mais dans le même temps, comme beaucoup d'occitanistes, il est catalaniste. Et donc il s'occupe de l'accueil des réfugiés catalans et des intellectuels catalans. Et en fait, il est catalaniste très tôt. C'est-à-dire que quand, après la dictature de Primo de Rivera, la Generalitat revient au pouvoir, les premiers gouvernements de la Generalitat après la dictature de Primo de Rivera, Berthaud y est. Et Berthaud, il connaît ces gens-là. Alors, c'est pas l'Esquerra catalan, c'est pas l'Esquerra. C'est ceux qui arrivent au pouvoir, c'est plutôt à la Generalitat, c'est plutôt des bourgeois de droite à ce moment-là. Il est là, Berthaud, à ce moment-là. Et en 1939, quand les intellectuels catalans arrivent en France, il va s'occuper de leur accueil. Mais c'est pas juste, il va leur donner des habits et leur trouver un logement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de la gestion de revues ou d'associations. C'est lui qui va prendre la gestion de la Revista de Catalunya, de la Fondation Ramon Llull. C'est un vrai investissement dans cet accueil-là. Et même dans la revue hebdomadaire, dans les années précédentes, vers 1938, il écrit des articles favorables à la Catalogne. Il a réussi à placer, alors on imagine qu'on ne sait pas trop comment ça passe, mais voilà, il y a cette contradiction permanente. Il va faire l'exode avec
avec Antoni Maria Sbert, donc intellectuel catalan, et sa compagne, Maria Antonia Freixas, et avec un autre couple qui est Mercè Rodoreda, grande écrivaine catalane, et son amant Armand Obiols. Ils font l'exode, ils achètent, alors c'est un exode totalement rocambolesque, hein, ils commencent avec l'argent de la Revista de Catalunya, ils réussissent à acheter un camion pour 25 000 francs, mais ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas d'essence. Alors, quand ils mettent de l'essence dedans, ils réussissent à en trouver, ils tombent en panne. Donc, ils vont racheter de suite un autre camion, ils trouvent un autre camion à acheter, ils trouvent un chauffeur, parce qu'aucun des 5 ne sait conduire, et là, le camion est réquisitionné. Ça, c'est mignon. Et donc, ils repartent. Ils partent à pied, puis ils essaient de prendre des trains et de descendre comme ça, de fuir devant l'avancée des troupes allemandes. Mercè Rodoreda en a fait une nouvelle qui s'appelle Orléans 3 km. Parce que voilà, ils suivent le chemin, alors ils sont pris dans des mitraillages de trains par l'aviation allemande. Il y a des gens qui trouvent Berthaud suspect, qui le dénoncent à des soldats en fuite, qui en débâcle, qui sont ivres, qui veulent le fusiller sur place comme espion allemand. Il est sauvé parce qu'il rencontre un député de Poitiers qu'il connaissait quand il travaillait à l'avenir de la Vienne. Voilà. Et ils vont descendre comme ça. Il va notamment, au bout d'un moment, Obiols et Mercè Rodoreda vont partir vers Bordeaux, où Berthaud a organisé leur accueil avec Marquet, qui apparemment s'est un peu rabiboché. Marquet, qui va devenir très bientôt ministre de l'Intérieur de Pétain, à Vichy. Et en juillet 40, il arrive avec Sbert à Vichy. Justement, au moment où Marquet arrive comme ministre de l'Intérieur, il va avoir un rendez-vous avec Marquet. Et entre juillet 40 et février 41, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas trop ce qui se passe. On sait que Berthaud va aider Sbert, va aider Luis Nicolau d'Olwer, un ancien dirigeant de la Generalitat, qui est lui aussi à Vichy et qui doit passer en procès. Donc, il va l'aider en faisant en sorte que les documents de Nicolas d'Olwer qui doivent être étudiés par le tribunal soient traduits par l'abbé Salvat de Toulouse, de manière à ce que ça soit traduit de la bonne manière. Et en 41, il écrit à Ismaël Girard, et là, il a trouvé une situation. E aquí la representació dos jornals de província. La responsabilitat de la revista quotidiana de la presse estrangera pre l'ofici de documentació del Ministeri d'Afers Estrangers et uns treballs personals. Donc j'ai ici la représentation de 2 journaux de province. La responsabilité de la revue quotidienne de la presse étrangère pour l'office de documentation du ministère des Affaires étrangères et mes travaux personnels. Donc il a trouvé du travail à Vichy. Il est arrivé, il a rencontré Marquet et il a trouvé du travail à Vichy. Il est là, il est effectivement correspondant pour la Tribune de Lausanne et le Courrier du Centre, qui est basé à Limoges. Et au ministère des Affaires étrangères, il se trouve qu'il a aussi accès à des documents, et notamment aux minutes de la commission d'armistice de Wiesbaden. Et quand on regarde le fonds d'archives de Berthaud qui est déposé à la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine de Nanterre, il y a ces lettres, il y a tout un tas de lettres de déportation de Berthaud, on va y venir. Il y a un petit mot qui explique de quoi est constitué, qu'il y avait un colis. Et il y a un petit mot. Ce colis est un carton format vêtement d'homme contenant les minutes de la commission d'armistice de Wiesbaden,
qui avait été transmise dès le début de 1941 en Angleterre par Pierre-Louis Berthaud et conservée chez lui à Vichy, au risque d'être découvert quand les Allemands ont envahi la zone libre. C'est-à-dire qu'en fait, dès 41, dès la fin de 41, il est engagé dans la résistance. Il est à Vichy, et il est engagé dans la résistance et dans un réseau qui s'appelle Mithridate, qui est notamment très implanté à Bordeaux, à ce moment-là, qui est implanté dans le nord de la France, et aussi à Bordeaux, avec aussi des hommes à Vichy. Et donc Berthaud, il est à la fois très bien introduit à Vichy et résistant. Et il est introduit à Vichy sincèrement. Il s'occupe d'un office de presse occitane. C'est une idée de Max Rouquette des années 30 au départ. L'idée, c'est de dire on va faire des communiqués de presse qu'on va essayer de placer un peu partout. Il se dit en plus, Berthaud est quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Il explique à ses collègues occitanistes. J'ai discuté avec les responsables de la censure à Vichy. Ils m'ont dit allez-y, tant qu'on fait des trucs en patois, vous parlez pas de choses qui fâchent. Donc, c'est l'occasion, il faut qu'on en mette un maximum. On va en placer partout. Donc, cet office de presse, il est censé faire des communiqués, mais aussi faire une revue de presse de tout ce qui sort sur l'occitan et pouvoir communiquer dessus. Et il crée un centre permanent de défense de la Languedoc en faveur de l'enseignement de l'occitan. C'est ce qui va lui permettre notamment de faire se rencontrer l'abbé Salvat et Jérôme Carcopino. Voilà, il est dans ces milieux-là. Et il écrit dans la revue universelle, revue maurassienne, revue proche de l'Action française, un article sur l'enseignement de la Languedoc, où il explique que cet enseignement ne peut être mis en place que par Vichy. Avec cet argument, c'est l'État seul qui peut le faire, et un État fort, pour la même raison que seul un État fort peut accorder de véritables libertés. Hors de ce qu'on eût jadis nommé un despotisme éclairé, et qui est peut-être la meilleure forme de gouvernement, il n'y aura, comme trop souvent aujourd'hui, qu'entreprises insuffisantes, jalousie de clocher, piétinement, fausses manœuvres, et la langue que le maréchal a voulu honorer, dont monsieur le ministre, Georges Ripert, à l'époque, frère du majoral Émile Ripert, dont monsieur le ministre a désiré faire reconnaître la gloire et la beauté aux enfants de notre pays, la langue déjà malade continuera à agoniser. C'est-à-dire, bon, les occitanistes sont tellement bordéliques et se font tellement la guerre entre eux que de toute façon, c'est l'État fort qui va imposer les règles. Alors ce qu'il explique aussi, c'est qu'il va falloir que l'État, comme cet État est fort mais aussi éclairé, il imposera comme règle d'utiliser la graphie classique. Donc on voit que Berthaud, il est à la fois sincèrement vichiste et il est résistant. Et ça, c'est une des définitions des vichisto-résistants. Alors, vichisto-résistant, c'est une terminologie qui a commencé vraiment à fleurir après le livre de Péan sur François Mitterrand, Une jeunesse française, et qui a été conceptualisée après par des historiens comme Laurent Douzou et Denis Péchinski. C'est une catégorie, néanmoins, qui reste assez floue. Johanna Barras, qui fait un article dessus, explique bien que ça regroupe des réalités très très diverses. Mais on peut considérer, donc, que si on considère comme Johanna Barras qu'un vichisto-résistant, c'est un authentique résistant et un authentique vichiste, c'est ça la double identité qui fait la singularité de ce groupe, c'est des gens qui ont choisi, sont membres des institutions mises en place par Vichy, ils sont au service de l'État français, ce sont des propagandistes de la Révolution nationale, et ils ont accepté de mettre en œuvre ou de plaider en faveur des politiques mises en place par Vichy. Berthaud, pour moi, il rentre dans cette catégorie-là. C'est un vichisto-résistant. Il produit un discours, ce que je viens de vous lire dans la revue universelle, qui relève de ça.
Il est là et il est bien introduit par ailleurs. Berthaud, il est arrêté en janvier 1944 pour son appartenance au réseau Mithridate. En fait, au même moment, le réseau Mithridate tombe à Bordeaux. Il y a tout le réseau est démantelé et je crois qu'il y a quelque chose comme plus de 200 personnes qui sont arrêtées au même moment dans toute la France, dont Berthaud. Il part d'abord à la prison de Moulins, puis à Compiègne. Et à Compiègne, on a ces mots, on a ces lettres à la BDIC. Il écrit ces tout petits mots qui passent clandestinement. Alors, c'est une écriture très serrée, dans laquelle il y a quand même essentiellement des questions où il demande à sa compagne de lui trouver des lames de rasoir, du dentifrice, du savon, des choses comme ça. Mais il y a aussi donner des nouvelles des uns et des autres. Et on voit défiler tous les noms, tout un tas de noms de gens qui travaillaient pour Vichy, en fait. Tous les vichy-résistants, là, à ce moment-là, sont en train de se faire arrêter. Et on voit qu'il est introduit parce que dans une des lettres, il dit à sa compagne d'appeler de sa part le docteur Bernard Ménétrel au cabinet du maréchal Pétain pour l'informer de la situation. Ménétrel, c'est pas n'importe qui. Ménétrel, c'est le secrétaire personnel et le confident de Pétain. Donc Berthaud, quand il écrit à Madeleine Castelin, en lui disant de contacter Ménétrel, ça nous dit qu'il connaît Ménétrel. En tout cas, il sait que Ménétrel se rappellera de lui. Il n'en est pas forcément proche, mais en tout cas, il est introduit jusque dans ces cercles-là, Berthaud. Donc s'il est arrivé jusque-là, c'est pas uniquement parce qu'il a su manœuvrer, c'est qu'il y a certainement un engagement vichiste sincère, qui l'empêche pas d'être un résistant. Quand il va être déporté, ensuite à Dachau, alors il réussit à rester à Compiègne très longtemps, ce qui n'était pas facile. Il évite beaucoup de convois, et il va partir par le convoi du 6 juin 1944. Donc c'est quand même relativement tard. Il évite notamment le fameux convoi de la mort, dans lequel il y a une très très grande partie des déportés qui vont mourir parce que le train va être arrêté pendant des jours et des jours sous une chaleur caniculaire. Il évite tout ça, et quand il arrive à Dachau, il est accueilli par les socialistes belges, allemands, qui le reconnaissent comme le traducteur avec Braque des Rousseau du livre d'Engels sur les classes laborieuses en Angleterre. Et donc il va être comme ça, il va devenir le secrétaire de l'infirmerie de Dachau, ce qui va lui permettre de s'en sortir. Ça c'est une petite parenthèse. J'ai parlé pour les vichistorésistants du côté vichiste. Et le côté résistant aussi, ce que nous dit Baraz, ce sont des gens qui sont aussi unanimes à rejeter l'individualisme et le libéralisme, ce qu'on disait tout à l'heure, à propos de Berthaud, obsédés par l'unité et le nécessaire redressement de la France, ouvertement favorables à la Révolution nationale, entendue comme une rupture avec la République, qui est assimilée, la République c'est la politique, alors, au sens, on sent bien que c'est pas un compliment. Et cet apolitisme, c'est un élément essentiel de l'identité vichisto-résistante et un catalyseur de mutation, parce que ça leur permet de passer aisément d'un camp à l'autre. Cet apolitisme, ça fait qu'on peut changer de camp parce que, après tout, on a une ligne morale qui nous tient, qui est ce refus de l'individualisme, du libéralisme. Et en fait, on ne reçoit des ordres que de soi-même, en réalité. Alors, ils veulent un pouvoir fort, mais pas pour eux. Hein. Donc, Berthaud, il rentre totalement dans ce cadre-là. Et il va avoir un parcours après qui va être très intéressant, puisque, donc, à Dachau, il arrive là-bas, et alors là, on voit l'homme de réseau que peut être Berthaud. Il arrive à Dachau, en plus, à l'infirmerie, il tombe sur qui ?
un certain Ravoux. Ravoux avec qui il travaillait au ministère de l'Information de Vichy. Ravoux, qui était un ancien correspondant journaliste pour l'agence Magnum, je crois, à Berlin, et qui avait été, dans les années 30, très proche de certains hauts dignitaires nazis. Et Ravoux a été déporté, lui aussi à Dachau, parce que il a publié en France, alors il était lui aussi vichisto-résistant en fait, il faisait passer des informations aussi au service de la France libre, et en plus il faisait des traductions en français d'auteurs allemands interdits. Mais Ravoux à Dachau, en vertu de ses vieilles amitiés avec certains SS, et notamment avec Göring, et a une position un peu privilégiée. Il dit par exemple c'est le seul qui n'a pas le crâne rasé. Il n'a pas le crâne rasé. Et donc Ravoux va aussi l'aider à l'infirmerie. Et au moment de la libération de Dachau, quand les Américains arrivent, avec Ravoux, Berthaud, en tant que secrétaire de l'infirmerie, va en particulier s'occuper de faire le tour de Dachau aux officiers américains pour leur montrer les fosses communes, pour faire le décompte des morts. Ça arrive en pleine épidémie de typhus, en plus. Donc ils sont tous enfermés là. Et Berthaud va continuer de s'occuper de l'infirmerie malgré l'épidémie de typhus, ce qui lui vaudra d'avoir une décoration dont j'ai découvert l'existence à ce moment-là, qui est la médaille des épidémies. En mai 44, en mai 45, les choses s'éternisent un peu trop. Ravoux, dans le camp de Dachau, on arrive au moment des règlements de compte aussi. Hein. Donc on a exécuté quelques SS, on a exécuté quelques supplétifs des SS, et Ravoux, il y a un certain nombre de personnes qui ont envie de se le faire, a priori. Donc, ils vont s'échapper. En fait, ils s'évadent de Dachau après la libération de Dachau. Et ils vont, comme ça, rejoindre Paris, Berthaud et Ravoux ensemble. Et, je ne vous ai pas dit, mais à Dachau, il s'est aussi lié avec Edmond Michelet. Edmond Michelet, qui était un des tout premiers résistants. Hein, après la guerre, il va faire partie du bureau de l'Amicale des Anciens de Dachau, avec Michelet. Et un des grands combats de Berthaud dans ces années-là, ça va justement être de la conservation des archives de la déportation. Et à partir de 1952, il va notamment devenir le délégué français pour la conservation des archives de la déportation à Arolsen. Parce qu'au départ, c'était la République fédérale allemande qui devait avoir la gestion de ces archives, et les associations d'anciens déportés ont fait pression pour que ce ne soit pas le cas, parce qu'ils avaient une seule peur, c'était que les Allemands fassent disparaître, en profitent pour faire disparaître une partie de ces archives. Et donc Berthaud va être très impliqué là-dedans. Il va être aussi un des plus ardents contempteurs du négationnisme, qui commence à se développer très très tôt, à ce moment-là. Hein, au début des années 50, là, notamment, il s'élève dans la revue de l'Amicale des Anciens de Dachau, hein, contre des Allemands qui expliquent que, en fait, quand les Américains sont arrivés, à Dachau, il y avait des baraquements et puis des jolis petits jardins avec des fleurs, et qu'ils ont détruit tout ça pour construire des fausses chambres à gaz. Donc, Berthaud va être engagé là-dedans, il va commencer à s'engager en politique aussi, et il va être élu gaulliste. Il va être élu gaulliste.
Il a quel âge à ce moment-là? Il a 53 ans. C'est en 52, et il a 53 ans. Il est élu gaulliste, il est membre du RPF. Et en fait, à cette époque-là, il y a 3 assemblées. Il y a l'Assemblée nationale, le Conseil de la République, le Sénat, et l'Assemblée de l'Union française. Et à l'Assemblée de l'Union française, les députés de l'Assemblée de l'Union française représentent tous les départements et territoires français et colonies, et ils sont nommés. En tout cas, une partie du contingent, ceux qui représentent la métropole sont nommés. Et on trouve dans les archives de Michelet à Brive une lettre d'André Malraux qui dit à Michelet j'ai parlé au général de Gaulle de ce que vous m'avez proposé pour Berthaud, c'est réglé. Et juste après, on apprend que Berthaud est nommé député à l'Assemblée de l'Union française. Il avait perdu les législatives en 51 dans le Tarn, chez Dexon. Et donc, voilà, Berthaud, en 52, va devenir député gaulliste. Il meurt en 56. Gaulliste de gauche. Gaulliste de gauche. Exactement. Voilà, vous voyez de comment on est parti. Vous voyez, un itinéraire de fiston résistant. Et pour conclure, je dirais juste qu'en fait, Berthaud, parce que j'en ai un petit peu parlé, pour le coup, mais pas beaucoup. En fait, s'il y a un engagement qu'il tient toute sa vie, en réalité, dans lequel il reste droit tout le temps, c'est l'engagement occitaniste. Après, politiquement, effectivement, ça varie. Merci. Voilà, nous avons une complexité de nuances présentée par une complexité linguistique, de nuances politiques qui ont été évoquées par deux conférenciers. Si vous voulez poser des questions. Oui, c'est très présent, ouais, parce que c'est pas très éloigné dans le temps. Sur les témoignages que je recueille, il y a des mentions de mon père qui avait déjà fait ça, un nouveau pris en otage, enfin des choses comme ça. Et autrement, sur les résistants, c'est 2 générations qui se succèdent, quoi. Mais oui, il y a très souvent des références il y a plein d'anecdotes autour de ça. En particulier, un cas qui me vient à l'esprit, un jeune résistant est aux prises avec les Allemands. C'est très tendu. D'ailleurs, il va y avoir une victime. Enfin, ils vont tirer, quoi. Et lui-même est porteur d'armes, donc il a intérêt à pas se faire choper, quoi. Son copain va y passer. Son propre père intervient en disant c'est pas maintenant que vous allez. Je vous connais, je vous ai pratiqué pendant 4 ans, j'en suis sorti. Et le résistant qui est âgé, quand il me raconte, dit putain, mais il va la fermer, ce con-là, il est en train de les énerver. Il y a d'une guerre à l'autre. Ça, je le trouve aussi quand les premiers maquis, en Dordogne-Nord que je connais, les premiers maquis qui s'implantent, passer à la lutte armée, ça paraît vu de loin comme ça, or, c'est pas du tout. Ils reproduisent, par exemple, ils s'installent dans ce qu'on appelle la forêt de Vieillecourt, c'est montagneux, enfin, à la limite de la Dordogne, de la Haute-Vienne, ça culmine à 500 mètres, mais bon. Et la première chose qu'ils font, c'est creuser ce que les soldats de 14 appelaient des cagnals, enfin des abris souterrains avec des branches dessus, etc. Ce qui s'avère être une erreur parce que ils se font arrêter par les GMR assez rapidement. Ils jouent ensuite à la carte de la. GMR, qu'est-ce que c'est? Les groupes mobiles de réserve, il y a une référence ce matin rapide, c'est quand on a parlé des préfets de région. En fait, au plan régional, il y avait surtout des espèces de gardes mobiles actuelles, c'est-à-dire capables d'être à disposition du préfet de région pour aller là où il y avait besoin. Bon, bref. Oui, donc voilà, oui, il y a évidemment, ça, c'est très, très présent et par différents biais très, très présents, très pesants. Oui, je veux dire, quand ils se mettent à vouloir pratiquer la lutte armée, leur premier réflexe, c'est de faire quasiment des tranchées, des constructions, etc., qui vont s'avérer ne servir à rien. Au contraire, ils joueront la carte ensuite de la mobilité, c'est-à-dire ils campent. C'est juste une remarque très vite. Il y a une grande tradition historiographique française qui consiste à ne pas prendre en compte les langues régionales quand on fait l'histoire de France. Et donc, je voulais juste vous remercier de le faire de cette manière-là, parce que on voit que c'est quand même essentiel quand on fait un travail historiographique
historique de prendre en compte la réalité des gens à un moment donné. Et la réalité sociale, linguistique, c'est essentiel. Et je pense que là, vous le montrez vraiment très très bien, l'importance de prendre en compte ces éléments-là. Donc merci. Ouais, ben, merci. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est la comparaison alsacienne et occitane. J'ai trouvé fascinant cette comparaison. Et du préfet, là. Oui. Oui, simplement de savoir, est-ce que l'étude que vous avez menée donc, sur la Dordogne, est-ce que... Non. Il n'y a pas de réseau occitaniste. Il n'y a pas de réseau occitaniste de résistance. Et dans l'écriture, ben, c'est un peu ce que disait Philippe ce matin. En fait, on a un moment d'adhésion très forte au régime jusqu'à 42. Et à partir de 42, il y a un repli où, et d'ailleurs, Rouquette en parle bien dans une lettre à Hélène Cabane, qui veut se mettre en contact avec des faits libres de Provence. Et il lui dit, regardez leur revue, ces gens-là sont bons à rien, ils cassent rien, même pas les vitres. Et regardez, en fait, leur revue, tout leur numéro, c'est consacré à des faits libres morts. Enfin, c'est-à-dire, à partir de 42, on passe dans une phase où on commémore. Et on évite de parler de tout ce qui peut fâcher. Hein, et tout ce qui pourrait à la fois paraître suspect vis-à-vis des autorités et vis-à-vis après de ce qui va se passer à la libération. Parce qu'à partir de 42, en réalité, tout le monde voit un peu la direction que prend la guerre. En 43 encore plus, il va y avoir avec Stalingrad et tout ça. Donc, il n'y a pas... Quand vous parlez de Simone Veil, qui écrit dans le génie de l'homme, elle est visionnaire, elle voit dans l'Occitanie une culture. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des transfuges entre les deux? Je veux dire, non, c'est franchement. Et Simone Veil, en fait, et les Cahiers du Sud, moi je pense que, alors déjà, à la fois c'est marginal et c'est extrêmement surestimé comme preuve d'un engagement occitanisme dans la résistance. Si on il y a le facsimilé là, des Cahiers du Sud. Bon, Simone Veil, elle fait un parallèle avec la civilisation occitane, mais elle aurait pu le faire avec autre chose, comme une grande épopée. L'idée un peu cliché de cette terre de tolérance qu'est l'Occitanie, etc., pour y amener ses idées plus largement. Mais après, si on regarde les articles des occitanistes, des vraiment occitanistes, des gens occitanistes qui écrivent dans les Cahiers du Sud, ils n'apportent pas grand-chose de l'ordre de l'idée d'une grande résistance. Il y a même un article de Libère pro-Pétain dedans, donc, qui explique combien... Il y a un jeu brusquet quand même. C'est la coexistence. Le jeu brusquet qui se moquait des fébriles, qui disaient ce sont des fébriles. Et lui-même, il est issu d'un résistant. Tout dépend, si on se limite la langue, c'est peut-être pas que la langue, c'est pas parler. La langue, c'est autre. On est sur une autre génération, avec le père de Jean Moulin et Frédéric Mistral, mais leur point de convergence, j'imagine qu'il y a la question de langue. Et Mistral, il faut peut-être pas croire que Mistral, c'est forcément un homme de droite. Mistral, il a commencé d'ailleurs très à gauche, il a commencé en 1848, il est sur les barricades. L'éternel entre nous, c'est les rois. Et après, il va conserver une forme d'apolitisme, parce qu'il s'aperçoit que chaque fois qu'il prend une position politique, il n'est pas le plus adroit là-dedans, et qu'il se fait vite taxer d'autonomiste, de séparatiste, etc. Et donc il va essayer de faire en sorte, avec toute sa stature d'écrivain, de se mettre au-dessus de ces questions, politiques. Et ce qu'il va essayer de faire, pas toujours très bien d'ailleurs, c'est de conserver une unité du fait librige malgré des divergences entre les faits libres blancs et les faits libres rouges. Lui, son combat, c'est la langue. Son combat, c'est la langue. Alors après, on peut considérer que dans le combat pour la langue, il y a aussi un combat humaniste. C'est le combat
de la liberté de parler sa langue, d'avoir sa culture, et ça. Donc, il me paraît logique qu'il y ait ce genre de convergence-là qui existe. Enfin, juste aussi une chose sur... Enfin, là, je parle pas de son père, mais de Jean Moulin. Quand on lui, enfin, le grand hommage qu'on lui rend, c'est ce travail d'unité de la résistance. Si on lui rend hommage, c'est parce que c'était pas un travail gagné d'avance, c'était un travail compliqué, difficile, avec tout un tas d'enjeux qui... Voilà, l'unité, c'était une construction, c'était un combat politique. Et moi, Carcopino, à un moment donné, parle... Enfin, j'avais trouvé une citation de lui où il parle d'unicité. Il dit... moi, je suis pour l'unicité. Or, l'unité, c'est aussi garder des différences au sein de l'unité. Les paysans du Nord d'Ordogne qui s'engagent et qui formulent des revendications à un moment donné, ce sont des revendications sociales, c'est-à-dire qu'ils ne renoncent pas à ce qu'ils sont. Même si l'engagement, c'est la libération nationale, c'est clair. Mais il y a dans cette libération-là des aspirations, compris sociales, sur lesquelles ils ne renoncent pas, qui donneront à la libération une loi sur le métayage qu'ils n'avaient jamais obtenue, y compris au temps du Front populaire, par exemple. Donc l'unité, c'est pas la négation des différences de chacun, c'est réussir à se mettre d'accord sur un objectif commun. Et donc voilà, il y avait une résistance occitane, même si il n'y avait rien de revendiqué en termes d'occitanisme, il y avait des jeunes qui étaient ce qu'ils étaient, avec leur langue, avec leurs préoccupations, dans un combat dont ils savaient très bien les enjeux. Je veux juste dire ça sur l'unité et l'unicité. Merci à Yannick Pousse, merci à Jean-Michel Ayès, merci à Florent Brutus, voilà, pour sa présence, qui représentait aussi la région Occitanie. Et la présidente Carole Elga aujourd'hui, en plus du titre, merci, et ils sont à votre disposition à la table de presse. Et si vous voulez faire signer par les auteurs, lâchez un mail là, c'est tout à fait possible. Pour ceux qui le souhaitent et à qui je n'aurais pas